Et nous continuons la tournée des artistes de Serre-les-Arts et nous sommes en direct avec Eugène Pinheiro-Balestegui. Bonjour Eugène. Bonjour. Alors, Eugène nous a demandé de lire la petite description qu'il y a sur le catalogue de Serre-les-Arts, donc je m'y colle et après on commencera l'interview à proprement parler. Donc c'est non finito, qui est une expression italienne qui désigne l'état d'inachèvement d'une œuvre d'art. Le côté négatif de l'œuvre ne mérite l'attention que dans la mesure où il est fortuit, volontaire, regretté ou apprécié par l'artiste ou encore par son public. Le non finito peut être considéré comme une imperfection. Mais pour moi, c'est un moyen d'expression intéressant qui questionne sur la perfection et qui élargit le regard sur l'art. Voilà, pour la petite définition, donc de l'art imparfait, c'est pas complètement en opposition ? Pas du tout. Alors, l'histoire est vieille, elle date de Michel-Ange, qui avait l'art de ne pas finir ses sculptures, disons, pour des raisons qui nous sont inconnues, mais on pense que ou il ne voulait pas la finir par rapport à ses commanditaires, ou alors parce qu'on ne l'a pas payé, ou une histoire, disons, identique. Et au fil des temps, le non finito est devenu une définition sculpturale qui a été surtout mise à jour avec des grands sculpteurs du 19e et du 20e, jusqu'à à nos jours, Giacometti, Modigliani et d'autres, pour que cette sculpture soit, disons, appréciée à sa juste valeur, d'un inachèvement et qui fait que sa beauté ou son jugement est fait sur l'imperfection. Pour les auditeurs qui n'ont pas la chance d'être parmi nous, est-ce que tu peux nous décrire quelques-unes de tes œuvres qui sont exposées ici ? Alors, il y a deux types d'œuvres. Il y a des œuvres en pierre et des œuvres en bois. Les œuvres en pierre, c'est surtout des visages. C'est mon thème de sculpture depuis tout le temps, on va dire, voilà, depuis une trentaine d'années que je sculpte. Et moi, voilà, ce que j'aime, c'est qu'on aille chercher le regard à travers des yeux qui n'existent pas, chercher la parole vers des bouches qui n'existent pas, et tout ça fait qu'elle reste un peu énigmatique. Certains vont dire qu'elle me ressemble, d'autres disent tiens, on dirait un homme, moi je dirais plutôt une femme. Oui, c'est la libre interprétation de chacun. Voilà, et c'est l'avantage de ce non finito par rapport au figuratif, qui lui exprimera un sentiment, une beauté, mais sans ambiguïté. Oui, il va nous imposer quelque chose. Exactement, ouais. Et là, ça laisse cours à chacun d'aller chercher un peu ce qu'il voit. Voilà. Et des sculptures en bois, alors c'est dans le style, on va dire, de la pierre, mais c'est un peu plus abstrait, c'est un peu plus aérien, selon les bois, que ce soit du hêtre ou du chêne, ou alors du pain que je brûle. Mais l'esprit est toujours là, c'est-à-dire de laisser l'interprétation à celui qui regarde. Tu préfères quoi dans ces deux matières, la pierre ou la pierre, ouais. Alors la pierre, j'aime bien aller chercher l'acier. L'an dernier, j'avais de l'acier, j'avais du papier. Mais la pierre, voilà, c'est pour moi, il y a de la noblesse, il y a une dualité entre le calcaire et le sculpteur, parce que des fois, comme c'est pas des pierres de sculpture, c'est plutôt des pierres de bâtiment, elle va casser, elle va s'effriter, elle va fendre en deux, et du coup, voilà, il y a cette dualité qui est intéressante. Ouais. Et puis le résultat, il est ce qu'il est. Et du coup, le bois, c'était venu par... Alors moi je suis très pragmatique. Oui. Je ne vais pas acheter du bois, je trouve le bois ou du bois de chauffage, du hêtre, ou à la déchetterie il y a des bouts de chevron. C'est pareil pour les pierres, je ne vais pas aller acheter chez un marbrier du bois. Donc c'est aussi, il faut savoir tout faire. Bon, voilà. C'est le sculpteur, il n'est pas uniquement là pour faire de la pierre, il est là pour tout faire. Donc du papier à l'acier, au bois, et puis voilà, tout ce qui est malléable, je le fais. D'accord. Oui. Comment tu es arrivé à la sculpture ? Ça a démarré à 11 ans. Ah oui. Et oui, parce que quand tu avais 11 ans. Alors, j'avais 11 ans, je voulais faire sculpteur. Oui. Ah déjà, mais quand et je dessinais au bord des cahiers. Dès qu'on a eu la liberté de dire à la 6e, dès qu'on a eu liberté du cahier de brouillon, tout le monde l'a connu. Et dans les marges, moi, je faisais mes têtes. Et mes têtes, je les ai commencées à l'âge de 11 ans. C'est les mêmes, en gros. C'est des deux yeux, une grosse bouche. Et puis, après une rencontre avec un ami serrois qui n'est plus là, malheureusement, qui s'était mis à la pierre parce qu'il faisait du bois, Jacques Lesbros.
Et je suis tombé sur mes fesses. J'ai dit, bon, ben voilà, c'est lui. D'accord. Et du coup, j'ai dit, apprends-moi. Il m'a dit, mais viens lundi. À l'époque, je ne travaillais pas le lundi. Et je me suis bien travaillé et j'ai jamais arrêté. Je devais avoir une trentaine d'années. D'un coup comme ça. Ouais. Mais je le savais, je sentais que j'étais fait pour ça. Mais c'était en toi. Et... je dessinais déjà un petit peu, je faisais des aquarelles. Bon, ouais. T'as développé une technique bien à toi? Oui. Oui. Ouais, alors, elle est liée au fait que c'était pas mon métier, j'ai pas fait les beaux-arts, et j'avais pas le temps de faire de la sculpture parce que je travaillais, dans un travail de bureau. Et du coup, il fallait avancer parce que moi, si je travaillais comme mon formateur, il m'aurait fallu 6 mois pour faire une sculpture. Et donc, je me suis dit, il faut que ça aille vite, il faut prendre des grosses pierres, il faut faire des têtes, il faut prendre de la disqueuse, il faut en enlever. Et le fait d'être pressé, de ne pas avoir de temps et de vouloir aller vite, m'a forgé un style. D'accord. Il est celui-là. Ok. Mais il est lié à mon emploi du temps, uniquement. Et combien de temps une sculpture, ça te prend à peu près? 50 heures. Ah oui, quand même, oui. C'est quand même, en pierre, c'est 50 heures. Oui, au moins. Ouais. Et en bois, non. En bois, ça va être 3, 4 heures, 5 heures. Mais c'est vraiment deux matières. Déjà, puis il faut la trouver, il faut l'amener, il faut la dégrossir pour faire le socle. Après, il faut y voir la tête. Bon, moi, c'est assez simple, je fais des têtes. Ça vient vite. Voilà. Et après, on commence à creuser avec... Alors, au début, j'avais les mêmes outils que j'ai maintenant, mais c'était le marteau, c'est la massette portugaise, la pointe-rolle, la gradine, le ciseau. Maintenant, c'est avec ces pneumatiques. Donc, c'est moins fatigant, c'est un peu plus rapide, mais bon, le travail est le même, c'est les mêmes outils depuis 3000 ans. On n'a pas changé. Et tu fais d'autres choses que des têtes ou t'as essayé peut-être Alors, j'aime bien en acier faire des silhouettes. Voilà, j'aime bien, mais en acier. En acier. Alors, j'aime bien les tordre, j'ai une forge, j'ai une enclume, et j'aime bien, mais toujours dans le suggestif. Donc, voilà. J'ai pas de formation de forgeron, je suis pas ferronnier. Et du coup, j'adapte ma technique de dessin, qui est très épurée, dans l'acier. Et on le retrouve dans le bois aussi, et puis aussi dans la pierre. Mais bon, faut centrer. Voilà, c'est vite fait. Au dessin, c'est vite fait, mais bon, après, c'est long. Après, il faut le mettre en pratique. Alors, c'est sûr que ça ne se fait pas facilement. Entre la théorie et l'action, on est d'accord. Tu avais travaillé, je me souviens, avec Camille Rolandini. Oui. On avait fait. Alors, elle était en résidence. 2021. J'ai apporté ma technique de sculpture, de découpe de pierre, et du coup, c'est vrai qu'elle était partie avec une idée très préconçue. Je veux faire comme ça. J'ai dit non. Attends. On va faire autrement. Non, je fais comme ça. Bon, je réfléchis lui. Et puis après, bon. Elle est venue à l'atelier, j'ai découpé ses pierres, on a fait du ponçage. Et du coup, j'ai juste apporté mon expérience et ma technicité de la découpe de la pierre et du ponçage pour qu'elle puisse mettre à jour ses projets. Oui, c'était autour de... Camille Orlandini est une artiste culinaire. Et donc il y avait un travail avec la truite arc-en-ciel, je me souviens. J'avais fait ses assiettes. Ses assiettes, exactement. Voilà, en pierre du Buèche. En pierre du Buèche, magnifique. Magnifique collaboration, pour le coup. Qui sont accrochés maintenant, je crois. En dessous de la Maison Orange. Exactement, Maison Orange. On peut les voir. Ça fait partie donc du Sentier des Arts, et bien sûr de Regard sur le territoire, dans lequel Camille participait pour cette occasion. Eh ben dis donc. Ça nous fait quand même. Donc tu es exposé où toi? T'es juste là. Juste à côté. Ouais. Juste à côté. Juste à côté du. Là, j'ai fait quand même, j'expose depuis 2004. Et en 21 ans, j'ai exposé. Oui. J'ai accompagné Paul Richet et Valérie Bourré dans la création de l'association. J'ai pas été à leur hauteur, mais j'ai toujours été là, j'ai toujours fait partie de l'association, sauf 3 ans d'absence. Donc je suis à ma 19e exposition et je fais en sorte de toujours exposer des sculptures différentes. J'ai jamais utilisé les mêmes sculptures. D'une année sur l'autre. Toujours différents et toujours à la recherche d'autres techniques, d'autres matériaux. L'an dernier, j'avais fait du papier, j'avais fait des photos. Voilà, faut essayer de satisfaire les gens qui viennent nous voir. C'est ça, et puis toujours les mêmes. Voilà, toujours dans l'étonnement et dans la recherche. Et puis à la fois, en effet, perfectionner son art et l'embellir un peu plus à chaque fois. Et ça sert, disons, de toujours se remettre en question. Ça permet de
toujours revenir au point de départ chaque année. Parce que bon, quand l'an dernier j'ai fait du papier, je ne pensais pas que j'allais faire un jour du papier. Et du coup, j'ai dit tiens, voilà, faut que je fasse du nouveau, je vais faire du papier, du bois, des figures en bois brûlé. Ouais. Et c'est grâce à cette volonté de toujours faire de nouvelles choses et de nouvelles techniques, même si maintenant je reviens un peu en arrière avec mes grosses pierres, parce que c'est ce que je faisais au départ. Mais voilà, là, des fois on avance, et puis après on recule un petit peu parce que c'est nos premiers amours, mais il faut toujours essayer de s'épater soi-même pour épater les autres. La satisfaction que tu as dans la sculpture, quand tu es dans ton petit monde, dans ton atelier, il y a... Alors c'est déjà aller chercher une pierre. Oui. Quand c'est la pierre, la recherche, la chercher, la trouver, la mettre sur l'établi, y faire le socle. Ouais. Et après, on rentre en une forme de communion, on va dire. On va dire, bon, là, j'y vois la tête, où est-ce qu'il est le nez? Alors, en général, je l'ai choisi quand une arête déjà est un peu dessinée. Qu'elle est prononcée. Parce que bon, je suis pas maso, si je peux éviter quelques coups de marteau, je les évite. Et du coup, à partir de là, bon, je trace les yeux, et puis, bon, après, des fois, on peut pas le faire au crayon, mais à une tracée imaginaire. Ouais. Et puis on rentre dedans, puis petit à petit ça se façonne, ça se crée. Et puis à un moment donné, on dit tiens, là j'arrête. Bon, donc j'arrête de sculpter. Et après il vient une étape qui est très belle, c'est celle du ponçage. C'est presque charnel parce que même si c'est une pierre, on a notre pot, parce que moi j'utilise beaucoup le papier de verre à l'eau en finition, on a notre pot qui vient caresser les sculptures à l'eau, et même ça assouplit les mains, ça rend une main très lisse parce qu'on subit aussi l'abrasif. Et voilà. Et là, on rentre dans la pierre, on est vraiment en relation. Et après, les patines, et là, ça s'arrête, c'est fini. Et là, il y a un détachement qui se fait, on dirait, la pierre, la sculpture ne nous appartient plus. Ouais. Elle appartient au temps, à l'espace, qu'elle soit achetée ou pas, donnée ou pas, elle ne m'appartient plus. Ouais. Ça y est, c'est fini. Elle devient une entité à part entière. Tout à fait. Ouais. Au même titre qu'un enfant, quand il naît, il n'est plus sien. Oui. Voilà, la mère, elle est initiée parce qu'elle a dans le ventre, c'est une force d'accouchement. Ouais, il existe. Et après, il n'est plus sien. Voilà, et que là, bon, il n'y aura pas d'évolution comme une personne. Après, oui, avec le temps. Alors, c'était exact. J'ai fait des essais en laissant des sculptures dehors. Alors moi, mon principe, une sculpture, c'est dedans. C'est comme ça. Ouais. Pour moi, mes sculptures ne doivent pas être à l'intérieur. Et j'ai dérogé un peu à ma règle et j'en laisse dehors. Et elles évoluent par le lichen. C'est ça, j'allais le dire. C'est génial. On peut arriver à les accélérer en mettant du yaourt, parce que le laitage fait créer des champignons. D'accord. Et du coup, elle se transforme et ça crée des zones de mousse qui sont très intéressantes. Et j'en ai 2 qui sont dehors et elles commencent à vieillir. Ouais. Et donc la sculpture vieillit. Elles reprennent une couleur aussi avec la flore du soleil. On pourrait penser que une sculpture ne vieillit pas. Ouais. De fait, elle ne vieillit pas. Elle peut vieillir par le style, mais pas par la texture quand elle est intérieure. Et dehors, elle subit les intempéries. Par les poussières. Et elle vieillit. Et du coup, en vieillissant, on va dire, il y a une forme de renaissance et une forme de vie finalement qui fait que elle s'altère par le temps, elle devient poreuse, le lichen vient se coller dessus et il se passe quelque chose. Mais bon, il faudrait que j'en mette beaucoup dehors, les ressortir dans 15 ans. Ouais. J'avoue que je suis plutôt dans un tempérament pressé, je ne pense pas aboutir dans ce projet-là. Parce que tu en as plein du coup. Oui, mais alors des fois je réutilise d'autres pierres parce que des fois, les pierres, bon, c'est fatigant, j'ai 65 ans, c'est de plus en plus dur à aller les chercher. Et ce que je fais, c'est que je prends des sculptures déjà sculptées, qui ont des fois 10-20 ans, qui sont faites à la mode d'il y a 20 ans, et je les refais, je recycle à la mode d'aujourd'hui. Voilà. Et du coup, la mise à jour, des fois, c'est la remise en question de toute la sculpture. Hein. Ça va, je vais refaire le nez, je vais refaire les yeux, je vais refaire les bouches, elles étaient très polies avant, elles sont plus polies maintenant. Et du coup, c'est plus la même chose. Mais donc, j'ai juste gagné que je suis pas allé chercher une sculpture, et j'ai pas eu besoin de chercher où je mets le nez, les yeux, la bouche, c'est déjà prépositionné. Toujours des visages, pourquoi ? Ça, j'en sais rien. Tu sais pas, Je sais pas. Si, je sais, ça revient à mes dessins du 6e où je faisais des visages. Mais alors, je sais pas du tout. Non, c'est impossible à savoir. Alors, quand on fait du figuratif, c'est plus facile à faire que des visages, que le corps entier. Mon formateur, lui, travaillait sur des petites figurines de 20 cm.
Moi, ça me plaît pas. Ouais, tu veux moi, du format, les petites poupées Barbie, ça me plaît pas. Donc, et puis je trouve que le visage, ça a de l'expression, c'est beau. Chacun le voit à sa façon, chacun y voit une ressemblance. On peut les. Je sais pas, pour moi, je suis pas le premier. Je veux dire, il y a un des plus grands sculpteurs pour moi d'une ère contemporaine, c'est Brancusi, un Roumain, on appelle plutôt Brancouche, qui a dépoussiéré la sculpture avec la muse, qui est un œuf, on va dire, où il apparaît juste le nez, un petit bout de bouche et une mèche de cheveux. Ouais. Au même moment, on va dire à quelques années près, Rodin faisait le penseur, où il y a les cheveux, les oreilles, le pied, les orteils, tout ça. Et lui, il a ouvert la porte à la tête et à la sculpture, on va dire, abstraite, mais très épurée. Et moi, c'est quand je l'ai découvert, c'est ça qui me plaît. Et du coup, voilà, c'est parti aussi un peu de là. Des inspirations, beaucoup d'inspirations. Alors surtout quand on n'a pas fait les écoles d'art. Oui, forcément. Donc beaucoup font les beaux-arts, donc ils baignent dans la culture artistique. Moi, j'ai dû aller chercher tout ça dans les musées, dans les livres, et puis dans mes rencontres avec d'autres artistes, avec des photographes qui m'ont appris à avoir un autre regard que celui qu'on a actuellement. Et voilà, donc ces 3 ans des Beaux-Arts, il m'a fallu 20 ans pour les acquérir. Mais bon, le résultat, c'est que voilà. Et puis c'est notre école, c'est ça qui est chouette aussi. C'est une école qui est parfois autodidacte. Ah oui, elle est même parfois beaucoup plus intense. C'est un mot qui me plaît pas, mais bon, il n'y en a pas d'autre. Oui. Mais il peut être des fois péjoratif, mais il ne l'est pas. Oui, complètement. Mais parce que je trouve que des fois, c'est un autodidacte. Et ça nous met en dualité avec celui qui a fait les écoles. Après, on appelle ça l'art brut, du coup. Voilà. Alors, c'est encore autre chose, là. Oui. C'est encore autre chose. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que des fois, on est obligé d'aller chercher les infos, là. On n'a pas eu la culture. Puis moi, je suis né dans ce village. Ici, il n'y avait pas de culture. C'est que les foot. C'était le foot et les boules. Alors faire de la sculpture, c'était... ça sort un peu du cadre. Mais même dans la famille, je veux dire, moi, mon père était maçon. Je veux dire, j'ai pu entendre la taille de la pierre, parce qu'il a été tailleur de pierre, mon père aussi. Ah, il y a peut-être quelque chose, du coup. Mais uniquement par de bouche à oreille. Mais j'ai jamais vu un tailleur de pierre. Et du coup, il a fallu des années pour s'approprier toute cette technique, toute cette culture. Mais bon, j'aurais aimé faire les Beaux-Arts, mais je suis pas né au bon endroit. Oui. Voilà, et puis, amen. Voilà. Je pense que l'art n'a pas l'obligation de passer par l'école. Non. Voilà, clairement. Et beaucoup d'artistes, d'ailleurs, dans ça aide beaucoup. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure avec Patricia juste avant, qui elle justement a fait les Beaux-Arts et qui disait qu'au contraire, c'était plus un frein que... Pour beaucoup, Pour beaucoup. Moi, j'ai un artiste à Seka, c'est tout Thomas Dupuis, qui a fait les Beaux-Arts de l'école supérieure d'art à Reims. Plasticien, même chose, dans des recherches assez approfondies. Il a tout arrêté. Ah oui. Il a à la fois pas par dégoût, je pense pas, mais peut-être par ce formatage justement imposé par la discipline, respecter tout un code. J'ai pas de complexe par contre. Ah non, mais oui. Là, je suis pas complexé. C'est ça qui est intéressant avec l'absence d'enseignement artistique. Mais c'est vrai qu'il me manque un peu de culture artistique qu'on apprend en Beaux-Arts, ou alors l'approche d'autres types de sculptures ou de techniques. Mais bon, on fait avec. Et puis, ce que j'ai pas pu faire en 3 ans, je l'ai fait en 40. Ouais. Voilà. Il me reste encore 40 pour approfondir tout ça. Oui, je pense. Merci beaucoup. Merci. Eugène. Tu es à la place de la Juiverie. Au numéro 14. Au numéro 14, voilà, on ne peut pas te rater. T'es bien passé. Vous pourrez retrouver ce podcast évidemment sur l'application KTB Radio, sur le site internet. Merci Bruno. Mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Ta voix est merveilleuse. Tu es une voix merveilleuse, j'ai toujours dit.